17 janvier 1943, Tunisie. Froid d'avant l'aube. Le sable conserve encore la fraîcheur de la nuit nord-africaine. Dans un parc de véhicules de la Wehrmacht, 30 km au sud de Tunis, sous un abri de toile tendue entre deux camions Opel Blitz hors service, 3 mécaniciens allemands sont accroupis autour de quelque chose qui n'a pas sa place là. Leur souffle se condense dans l'air glacial. Le Feldwebel Ernst Hoffmann passe sa main tachée d'huile sur un capot encore chaud d'une utilisation récente. Sa peinture vert olive rayée est poussiéreuse mais reconnaissable. Le véhicule devant eux est compact, presque comme un jouet comparé aux massives voitures d'état-major Horch et aux semi-chenillés SDKFZ qui remplissent leur carnet d'entretien. 4 roues, toit ouvert, un volant positionné avec une étrange assurance sur le côté gauche, pas de panneaux superflus. Pas d'outillage élaboré, juste la fonction enveloppée d'acier. Ils ont capturé une Jeep Willys MB américaine. Les compagnons de Hoffmann, l'Obergefreiter Klaus Weber et le Gefreiter Otto Schreiber, se tiennent en silence, leur visage éclairé par une unique lampe à pétrole qui se balance du poteau de la tente. Ils sont mécaniciens depuis avant le début de la guerre, formés à la méticuleuse tradition allemande de la précision technique, des hommes qui comprennent que les véhicules sont des extensions de la philosophie nationale. Ils ont entretenu les divisions motorisées du Reich à travers la Pologne, la France, à travers les premières avancées triomphantes dans la steppe soviétique. Ils connaissent les moteurs comme les prêtres connaissent les écritures. Mais cette machine devant eux est écrite dans une langue entièrement différente. Weber se penche, plissant les yeux vers le tableau de bord. « Il n'y a presque rien, marmonne-t-il, son accent bavarois épais dans l'air froid. Où sont les instruments? Où est la complexité ?» Ce moment, cette confrontation silencieuse entre 3 soldats allemands et un véhicule américain capturé, représente quelque chose de bien plus vaste qu'une simple curiosité mécanique. C'est le début d'une prise de conscience qui se propagera à travers les rangs de la Wehrmacht sur tous les théâtres de la guerre. Dans la géométrie de ce simple véhicule utilitaire à 4 roues réside une vérité sur la philosophie industrielle américaine que les commandants allemands n'ont pas réussi à saisir, une vérité qui entra les planificateurs de guerre de l'Axe jusqu'à l'effondrement final en 1945. La Jeep n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une idéologie faite d'acier. C'est la production de masse élevée au rang de doctrine. C'est le principe démocratique de « suffisant pour tous », conçu sous une forme capable de gravir des montagnes, de traverser des rivières et de transporter des hommes blessés en sécurité, tandis que les véhicules allemands restent en panne et abandonnés faute de pièces de rechange. Mais debout ici, en janvier 1943, ces 3 hommes ne comprennent pas encore ce qu'ils regardent. Ils ne voient qu'un véhicule ennemi, une curiosité, peut-être un trophée. Ce qu'ils ne voient pas, c'est l'avenir, leur avenir, écrit dans chaque ligne simpliste de sa conception. La guerre en Afrique du Nord a été brutale et déroutante pour les forces de la Wehrmacht. L'Africa Korps est arrivé en février 1941 avec l'arrogance des vainqueurs, fraîchement auréolée de triomphes en Europe, confiante dans ses chars Panzer III et IV, ses semi-chenillés, ses chaînes d'approvisionnement méticuleusement conçues. Erwin Rommel est devenu une légende au cours de ses premiers mois, repoussant les forces britanniques à travers le désert, gagnant son surnom de « renard du désert » par son audace et sa brillante tactique. Les soldats allemands se croyaient invincibles. Leur équipement était supérieur, leur entraînement était supérieur. Leur volonté était forgée dans les feux de l'idéologie nationale-socialiste. Ils allaient balayer l'Afrique tout comme ils avaient balayé la France. Mais le désert n'est pas la France. Le désert dévore les véhicules. Le sable obstrue les filtres à air. La chaleur déforme les blocs moteurs. La distance étire les lignes d'approvisionnement jusqu'à les rompre. En 1942, l'Africa Korps saigne. Pas seulement des balles britanniques, bien que celles-ci soient devenues plus précises et plus nombreuses. Il saigne de défaillances mécaniques, de véhicules qui tombent en panne et ne peuvent être réparés car les pièces de rechange doivent être acheminées à travers la Méditerranée, au-delà des sous-marins britanniques et des raids aériens, à travers le chaos et la bureaucratie, arrivant des mois en retard ou pas du tout. L'ingénierie allemande, si précise et si fière, est devenue un cauchemar logistique. Chaque Panzer III exige des pièces spécialisées. Chaque voiture d'état-major Horch requiert des outils spécifiques.
Chaque moto, chaque camion, chaque voiture blindée est un casse-tête unique de composants qui ne peuvent être improvisés, ne peuvent être substitués, ne peuvent être bricolés sur le terrain. Et puis les Américains sont arrivés. L'opération Torche, en novembre 1942, a projeté les forces américaines en Afrique du Nord avec une dynamique industrielle qui a stupéfié les commandants de l'Axe. Ils ne sont pas venus avec des tactiques supérieures, pas au début, mais avec une abondance pure et simple. Des chars par centaines, des camions par milliers, des approvisionnements empilés en montagne. Et partout, se déplaçant à travers les lignes américaines comme des fourmis de métal, il y avait ces petits véhicules apparemment insignifiants. Des jeeps, des dizaines de milliers d'entre elles. Plus de jeeps que la Wehrmacht n'avait de motos. Plus de jeeps qu'il ne semblait possible pour aucune nation d'anciens produire. Les officiers du renseignement allemand ont déposé des rapports tentant d'expliquer la logistique américaine. Les chiffres semblaient impossibles. En 1941, les États-Unis produisaient environ 3000 véhicules militaires par mois. En 1942, ce nombre était passé à 30 000 par mois. En 1943, les usines américaines produisaient plus de 75 000 véhicules militaires tous les 30 jours. La Jeep Willys MB à elle seule, ce modèle unique, ce seul design, était fabriquée à un rythme de 400 véhicules par jour. 400, chaque jour. Le Feldwebel Hoffmann ne connaissait pas ces chiffres alors qu'il tournait autour de la Jeep capturée dans l'obscurité d'avant l'aube. Mais il en sentait le poids. Chaque mécanicien allemand le sentait. Dans le silence mécanique des véhicules allemands en panne, dans les longues attentes de pièces qui ne venaient jamais, dans la cannibalisme désespéré de camions détruits pour en maintenir quelques-uns en état de marche, ils sentaient l'ombre de la capacité de production américaine peser sur eux comme une force physique. Hoffmann fait signe à Weber. « Démarrez là !» Weber monte sur le siège du conducteur, ses bottes raclant le simple plancher métallique. Pas de rembourrage, pas de raffinement, juste de l'acier estampé et de la toile. Il examine les commandes. La colonne de direction est différente des véhicules allemands, mais pas incompréhensible. Il localise l'interrupteur d'allumage, un simple bouton bascule, pas de clé cérémonielle, et l'enfonce. Le démarreur s'engage avec un gémissement grinçant. Le moteur démarre du premier coup. Le son est anodin. Un moteur à essence 4 cylindres, 2,2 litres, produisant peut-être 60 chevaux. Rien d'impressionnant selon les standards de la Wehrmacht. Les véhicules allemands de taille comparable produisaient souvent plus de puissance, avaient des transmissions plus sophistiquées, apportant des solutions plus élégantes aux problèmes mécaniques. Mais ce moteur tourne avec une souplesse qui surprend les 3 hommes. Il tourne au ralenti silencieusement, presque avec contentement, ne demandant rien à son opérateur, sauf une légère touche d'accélérateur occasionnelle. Schreiber, le plus jeune des 3, pose sa main sur le capot. « Il est à peine chaud, dit-il. Depuis combien de temps n'a-t-il pas tourné ?»« 2 heures, répond Hoffmann. Peut-être 3. Nous l'avons pris près de Mednin. Et il démarre immédiatement ?» La voix de Schreiber trahit son incrédulité. Les véhicules allemands dans le désert nécessitent souvent un préchauffage prolongé, un amorçage minutieux, de multiples tentatives. Les moteurs se bloquent par les nuits froides, les conduites de carburant gèlent, les batteries se déchargent. Démarrer un véhicule après seulement quelques heures d'immobilité peut devenir une épreuve nécessitant outils, jurons et prières. Cette Jeep a démarré du premier coup. Weber appuie sur l'embrayage et passe une vitesse. La transmission se déplace en douceur, sans grincement, sans résistance. Il relâche l'embrayage et la Jeep avance de 3 mètres avant qu'il ne freine, puis en arrière, puis de nouveau en avant. Il tourne le volant, testant sa réactivité. Les roues avant pivotent avec un effort minimal. Pas de direction lourde nécessitant des muscles. Pas d'engrenage élaboré. Juste une réponse simple, directe, immédiate. « Conduisez-la », ordonne Hoffmann. Weber a l'air incertain. « Où ça ? Autour du camp. Je veux voir comment elle se déplace. » La Jeep sort de sous l'abri de toile, dans la lumière gris pâle de l'aube naissante. Le parc de véhicules est une collection de véhicules hors service entourant une zone dégagée d'environ 50 mètres carrés. Des camions en panne, capots ouverts, révélant des moteurs qui attendent des pièces qui pourraient ne jamais arriver. Une voiture de commandement Horch avec une transmission brisée. Une voiture blindée posée sur des cales en bois, ses roues retirées pour être utilisées sur un autre véhicule. C'est la réalité de l'entretien de la Wehrmacht début 1943. Un cimetière de promesses mécaniques. Chaque véhicule, un témoignage de l'excellence de l'ingénierie allemande et de la catastrophe logistique. Weber conduit la Jeep en un cercle lent.
puis plus vite. La suspension absorbe le terrain accidenté et chaotique avec une compétence surprenante. Le véhicule rebondit et se tord, mais reste stable. Il accélère plus fort, poussant la Jeep vers sa vitesse de pointe modeste. Peut-être 100 km/h sur une bonne route, significativement moins ici sur la piste désertique compacte. Mais le véhicule répond avec empressement, sans se plaindre, sans hésitation. Hoffman observe avec l'expression d'un homme confronté à une vérité inconfortable. Il a entretenu des véhicules allemands pendant 4 ans. Il connaît leurs forces, les moteurs puissants, l'ingénierie sophistiquée, la fierté de la puissance industrielle allemande. Mais il connaît aussi leurs faiblesses, des faiblesses devenues impossibles à ignorer dans l'environnement impitoyable de l'Afrique du Nord. Les véhicules allemands sont complexes. Ils nécessitent des mécaniciens qualifiés, des outils spécialisés, des pièces de rechange spécifiques. Ils sont, dans la terminologie de l'ingénierie, surconçus pour les conditions de terrain. Cette Jeep américaine est l'inverse. Elle est sous-conçue, délibérément simplifiée. Chaque composant réduit à sa fonction essentielle. Pas d'élégance, pas de sophistication, juste une efficacité brutale et pratique. Weber ramène la Jeep à l'abri et coupe le moteur. Les 3 hommes restent silencieux un long moment. Le soleil commence à se lever, peignant le sable de nuances de cuivre et d'or. Quelque part au loin, une patrouille allemande revient d'une reconnaissance nocturne. Le bruit de leurs moteurs, de motos, des BMW R65, de magnifiques machines pesant 2 fois le poids de cette Jeep, se répand dans le désert comme le grondement d'animaux frustrés. « Démontez-la », dit finalement Hoffman. « Je veux la comprendre. » Ce qui suit au cours des 3 jours suivants est une révélation qui sera documentée dans les rapports d'entretien de la Wehrmacht, dans les lettres privées envoyées à la maison, dans les conversations enregistrées par les officiers du renseignement militaire qui tentent de comprendre pourquoi les véhicules américains semblent insensibles aux pannes mécaniques qui affligent les forces allemandes. Hoffman et son équipe démontent la Jeep avec la précision systématique d'artisans allemands. Ils s'attendent à trouver de la complexité cachée sous la simplicité. Ils s'attendent à une ingénierie sophistiquée, masquée par des extérieurs sobres. Ils s'attendent, en d'autres termes, à découvrir que les ingénieurs américains pensent comme les ingénieurs allemands. Ils ne trouvent rien de tel. Le moteur est d'une simplicité presque risible. 4 cylindres en ligne, une configuration de soupapes à culasse en L que les ingénieurs allemands ont abandonnée il y a des années, au profit de conceptions de soupapes en tête plus efficaces. Pas de taux de compression élevé, pas de matériaux avancés, rien qui serait impressionnant dans un manuel technique. Mais alors que Hoffman retire la culasse et examine les chambres de combustion, il remarque quelque chose de crucial. Les tolérances sont généreuses. L'usinage est grossier selon les normes allemandes. Les composants sont conçus avec suffisamment de jeu pour qu'une légère déformation due à la chaleur, une légère distorsion due aux contraintes, une légère variation de fabrication ne provoque pas de défaillance. Les moteurs allemands sont construits avec des tolérances précises, mesurées en centièmes de millimètre. Les tolérances de ce moteur sont mesurées en dixièmes. Il est grossier. Il est inefficace selon les normes d'ingénierie pure. Mais il est tolérant. Il fonctionnera sale. Il fonctionnera chaud. Il fonctionnera avec un carburant inférieur. Il fonctionnera quand un moteur allemand calerait et mourrait. Weber se concentre sur la transmission. Il s'attend à plusieurs rapports de vitesse, des embrayages synchronisés, l'ingénierie sophistiquée qui rend les véhicules allemands souples et réactifs. Au lieu de cela, il trouve 3 vitesses avant et une marche arrière. La synchronisation est minimale. La conception est si simple qu'un mécanicien moyennement qualifié pourrait la reconstruire avec des outils basiques. Il n'y a pas de roulement étanche nécessitant des presses spéciales. Pas de cale calibrée exigeant des mesures précises. Juste des pièces interchangeables maintenues par des boulons standards. C'est comme un tracteur, dit Weber, non pas comme une insulte, mais comme une observation. C'est construit comme du matériel agricole. Schreiber examine le système électrique. Les véhicules allemands utilisent des faisceaux de câbles sophistiqués, des circuits multiples, des systèmes élaborés pour l'éclairage et la communication. La Jeep a un générateur, une batterie et un système de câblage si simple qu'un enfant pourrait en suivre les trajets. Il n'y a pas de circuit caché, pas de connexion mystérieuse. Tout est visible, accessible, évident. Mais la révélation qui perturbe le plus profondément Hoffman survient lorsqu'il examine le châssis et la carrosserie.
Les véhicules allemands sont construits autour de châssis rigides, des structures soigneusement conçues pour des calculs de charge spécifiques. Le châssis de la Jeep est flexible. Il se tord et se plie sous la contrainte. Cela devrait être une faiblesse. La doctrine de l'ingénierie allemande dit que c'en est une. Mais à mesure qu'Hoffmann étudie la conception, il réalise que c'est intentionnel. Le châssis absorbe les chocs qui fissureraient des structures rigides. Les panneaux de carrosserie sont en acier plat embouti, maintenus par de simples boulons. Pas de courbes complexes, pas d'assemblage soudé. Chaque panneau peut être retiré et remplacé en quelques minutes sans formation spécialisée. Un soir, alors que les 3 mécaniciens étaient assis à côté de la Jeep démontée, mangeant leurs rations, pain dur, sardines en conserve, café amer, qui ne faisait rien pour réchauffer le froid du désert, Schreiber posa la question qu'ils avaient tous évitée. Combien d'entre eux, les Américains, en ont-ils? Hoffmann lisait des rapports de renseignements capturés. Il connaissait les chiffres, bien qu'ils semblent impossibles à croire. Des dizaines de milliers, dit-il doucement. Peut-être des centaines de milliers maintenant. Des centaines de milliers. La voix de Weber était empreinte d'incrédulité. D'un seul modèle? De ce seul modèle, oui. Ils en produisent d'autres aussi. Des camions, des ambulances, tous avec des pièces interchangeables, tous simplifiés comme celui-ci. Les 3 hommes mangent en silence. Autour d'eux, le parc automobile baigne dans l'obscurité. Ces véhicules cassés, invisibles mais présents, un poids pressant sur leur conscience. Dans tout l'Africa Corps, il y a peut-être quelques centaines de camions fonctionnels, peut-être 50 véhicules blindés opérationnels. Chaque perte est catastrophique car les remplacements arrivent lentement, voire pas du tout. Mais les Américains perdent des véhicules au combat et se présentent simplement avec d'autres. Ils abandonnent les Jeeps endommagés car la récupération est plus coûteuse que le remplacement. Ils utilisent les véhicules jusqu'à ce qu'ils tombent en panne, puis les mettent de côté et en réquisitionnent de nouveau auprès du flot incessant de la production. Ce n'est pas ainsi que les soldats allemands avaient appris que la guerre fonctionnait. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'économie dans une nation bloquée, bombardée, rationnée depuis 1939. L'efficacité allemande consiste à faire plus avec moins. L'ingénierie allemande est synonyme de perfection qui perdure. Chaque char Panzer est un chef-d'œuvre de métallurgie et de conception. Chaque voiture d'état-major Horch est un témoignage d'excellence automobile. Mais les chefs-d'œuvre exigent des maîtres artisans. L'excellence exige des infrastructures. Et les Américains n'envoyaient pas de chefs-d'œuvre. Ils envoyaient assez bien par millions. Hoffmann commença à remonter la Jeep le lendemain matin. Le processus prend 6 heures, remarquablement rapide pour un démontage et un remontage complet. Il n'avait pas besoin d'outils spécialisés. Il n'avait pas besoin de se référer à des manuels techniques compliqués. La conception est si simple que le véhicule s'assemble pratiquement tout seul. Lorsqu'il termine, lorsqu'il démarre le moteur et l'entend prendre immédiatement, ronronnant avec ce même rythme peu impressionnant mais fiable, il s'assied au volant et ressent quelque chose de proche du désespoir. Il avait passé sa carrière à croire que la supériorité de l'ingénierie allemande assurerait la victoire, que la précision et la qualité l'emporteraient sur la quantité, que la même minutie artisanale qui avait construit les usines et les autoroutes du Troisième Reich construirait les machines qui allaient conquérir le monde. Mais ce véhicule américain rudimentaire, cette collection peu sophistiquée de pièces embouties et de mécanismes simples, cette Jeep que tout ingénieur allemand digne de ce nom rejetterait comme étant en deçà de ses standards. Cette machine fonctionne mieux dans les conditions réelles du champ de bataille que les magnifiques véhicules produits par l'Allemagne. Ce n'est pas une ingénierie supérieure, c'est une philosophie supérieure. Les rapports d'entretien de la Wehrmacht du début de 1943 contiennent de nombreuses références aux véhicules américains capturés. Le Feldwebel Hoffmann n'était pas le seul à vivre cette expérience. À travers l'Afrique du Nord, à travers le front de l'Est, une fois que les véhicules américains du Land-Lease commencèrent à arriver entre les mains soviétiques, les soldats allemands rencontrèrent la même réalité perturbante. Les véhicules américains étaient mécaniquement inférieurs selon tous les critères de l'ingénierie pure, moins de puissance, moins de sophistication, moins d'élégance, mais ils fonctionnaient quand les véhicules allemands tombaient en panne. Ils fonctionnaient avec des pièces endommagées.
Ils fonctionnaient avec des réparations improvisées. Ils fonctionnaient avec un entretien minimal. Ils fonctionnaient parce qu'ils étaient conçus non pas pour la perfection, mais pour la production de masse et la survie sur le terrain. Un rapport, déposé par un officier de transport motorisé de la Wehrmacht en Tunisie en mars 1953, déclare avec une franchise remarquable: les véhicules ennemis démontrent une philosophie d'ingénierie fondamentalement différente de la nôtre. Là où nous recherchons des performances optimales par la précision, ils recherchent des performances adéquates par la simplification. Lors d'opérations de terrain prolongées, leur approche s'avère plus efficace. Nos véhicules sont supérieurs en qualité, mais insuffisants en quantité. Les leurs sont suffisants dans les deux aspects. Un autre rapport, celui-ci d'une division SS Panzer sur le front de l'Est, après avoir rencontré des convois de camions soviétiques fournis par les Américains fin 1943, note: les forces soviétiques emploient désormais un grand nombre de camions Studebaker américains. Ces véhicules manquent de sophistication mais démontrent une fiabilité extraordinaire. Ils nécessitent moins d'entretien que nos propres camions et continuent de fonctionner dans des conditions qui immobiliseraient nos véhicules. Les troupes soviétiques les appellent les Studers et les traitent avec un respect qui frise l'affection. Nos troupes expriment leur frustration que l'ennemi reçoive un meilleur transport que nous. Ces rapports n'étaient pas de la propagande. C'étaient des évaluations internes rédigées par des soldats professionnels qui tentaient de comprendre pourquoi la guerre devenait ingagnable. La réponse n'était pas purement militaire. Elle était industrielle. Elle était philosophique. Les Américains avaient adopté une forme d'ingénierie que la doctrine allemande considérait comme inférieure, la production de masse de conception simplifiée, et avaient découvert que dans une guerre totale, des véhicules adéquats en nombre illimité l'emportent sur des véhicules parfaits en quantité limitée. La Jeep est devenue un symbole. Les soldats allemands qui les rencontraient au combat apprenaient à les respecter. Des photographies de renseignement de 1944 montrent des unités de la Wehrmacht utilisant des Jeeps capturés chaque fois que possible, abandonnant leurs propres véhicules pour conduire des véhicules américains. Il ne s'agissait pas d'actes d'idéologie. Les soldats allemands n'embrassaient pas soudainement les valeurs américaines, mais d'actes de pragmatisme désespéré. Les Jeeps fonctionnaient. Elles démarraient en hiver russe. Elles gravissaient les routes de montagne italiennes. Elles traversaient à gué les rivières françaises. Elles transportaient les blessés vers les postes de secours. Elles tractaient de l'artillerie. Elles montaient des mitrailleuses. Elles transportaient des commandants. Elles servaient d'ambulances, de véhicules de reconnaissance, de plateformes de communication, de postes de commandement mobile. Elles faisaient tout, et elles le faisaient sans se plaindre, sans entretien sophistiqué, sans l'infrastructure de soutien élaborée que les véhicules allemands exigeaient. L'expérience d'Hoffmann avec la Jeep capturée s'acheva le 4e jour. Un colonel de la Wehrmacht menant une inspection des installations d'entretien s'arrêta au parc automobile et remarqua le véhicule vert olive. Il interrogea Hoffmann à son sujet. Le Feldwebel expliqua ce qu'il avait découvert. La simplicité, la durabilité, la facilité d'entretien. Le colonel écouta avec une expression qui suggérait qu'il avait déjà entendu des rapports similaires auparavant. « Pouvons-nous la copier ?» demanda le colonel. Hoffmann avait anticipé la question. « Non, Herr Oberst. »« Pourquoi pas ? Parce que copier la conception est la partie facile. Nous devrions transformer toute notre philosophie de production. Nos usines sont construites pour la fabrication de précision de composants complexes. Les usines américaines sont construites pour la production rapide de composants simples. Nous devrions reconstruire l'infrastructure industrielle de l'Allemagne pour fabriquer des véhicules comme celui-ci en nombre suffisant. Et même si nous commencions aujourd'hui, cela prendrait des années. » Le colonel hocha lentement la tête. C'était un officier de carrière qui comprenait la logistique. Il savait que Hoffmann avait raison. L'Allemagne ne pouvait pas simplement décider de fabriquer des Jeeps. La Jeep n'était pas juste un véhicule. C'était le produit d'un système industriel qui priorisait la production de masse, la standardisation et l'interchangeabilité. Les usines américaines utilisaient des techniques de chaîne d'assemblage affinées depuis les innovations de Henry Ford dans les années 1910. Elles employaient des ouvriers semi-qualifiés, exécutant des tâches répétitives avec des outils spécialisés. Elles produisaient des composants en si grande quantité que des tolérances serrées devenaient inutiles, car les pièces pouvaient être sélectionnées dans de grands lots plutôt que d'être usinées selon des spécifications précises. Le modèle industriel allemand était différent.
Ils privilégiaient l'artisanat qualifié, l'excellence en ingénierie et le raffinement continu. Les ouvriers allemands étaient hautement qualifiés. Les usines allemandes produisaient des machines sophistiquées en nombre limité. L'approvisionnement militaire allemand valorisait la qualité par rapport à la quantité. Cela avait été suffisant dans les premières années de la guerre, lorsque les adversaires de l'Allemagne étaient mal préparés et désorganisés. Mais face à la capacité industrielle américaine, c'était un suicide. Le colonel étudia la Jeep un instant de plus, puis se tourna pour partir. « Entretenez-la » ordonna-t-il. « Utilisez-la aussi longtemps que possible. Nous avons besoin de chaque véhicule fonctionnel que nous possédons. » Hoffmann salua. Le colonel s'éloigna et le Feldwebel resta seul, à côté de la Jeep américaine, tandis que le soleil nord-africain montait vers midi. Dans 6 mois, l'Africa Corps se rendrait. Dans 2 ans, les forces alliées débarqueraient en Normandie et commencerait la libération de la France. En moins de 3 ans, les troupes soviétiques hisseraient leur drapeau sur le Reichstag. La guerre ne se terminerait pas parce que les soldats allemands manquaient de courage, ou que les chars allemands manquaient de puissance de feu, ou que les commandants allemands manquaient de compétences. Elle se terminerait parce que l'Allemagne ne pouvait pas égaler la production industrielle des nations qui avaient adopté la production de masse comme principe directeur. La Jeep représentait quelque chose de profond dans l'idéologie américaine que les planificateurs allemands n'avaient pas réussi à comprendre. Aux États-Unis, la production de masse n'était pas seulement une technique industrielle, c'était un principe démocratique rendu manifeste. Henry Ford n'avait pas simplement inventé la fabrication à la chaîne, il avait articulé une vision où les gens ordinaires pouvaient posséder des automobiles, où l'abondance était possible pour les masses plutôt que le luxe réservé aux élites. Cette philosophie s'étendait à la production militaire. La doctrine militaire américaine supposait que les soldats étaient précieux, que leur vie comptait suffisamment pour leur offrir un transport fiable et des fournitures adéquates. La Jeep était conçue pour être assez bon marché pour être produite en masse, assez simple pour être entretenue par des mécaniciens conscrits et assez robuste pour sauver des vies. La philosophie militaire allemande, en revanche, était enracinée dans des traditions aristocratiques où les officiers étaient la noblesse prussienne et les simples soldats étaient sacrifiables. Les véhicules allemands reflétaient cette hiérarchie. Les voitures de fonction des officiers étaient élégantes et puissantes. Les camions pour les soldats de base étaient rudimentaires et souvent en nombre insuffisant. L'idée que chaque unité d'infanterie puisse avoir accès à des dizaines de véhicules légers semblait être du gaspillage, inefficace, trop démocratique. Mais la démocratie, il s'est avéré, avait des applications militaires que l'aristocratie ne pouvait égaler. Hoffmann conduisit la Jeep tout au long du printemps 1943. Il l'utilisa pour transporter des blessés vers les hôpitaux de campagne, sauvant des vies qui auraient été perdues en attendant des ambulances hippomobiles ou de rares véhicules allemands. Il l'utilisa pour livrer des pièces urgemment nécessaires aux positions avancées, maintenant les blindés allemands fonctionnels pour quelques semaines supplémentaires. Il l'utilisa pour mener des reconnaissances, pour transporter des messages, pour évacuer des positions sous le feu de l'artillerie. La Jeep ne le laissa jamais tomber. Elle fonctionnait avec de l'essence américaine capturée, puis avec du carburant italien de qualité inférieure, puis avec du diesel allemand mélangé à de l'essence dans une improvisation désespérée. Elle a roulé par temps chaud et froid à travers les tempêtes de sable et la pluie, sur les routes et hors des routes. Elle accumula 8000 km à son compteur avant qu'un obus d'artillerie britannique ne la détruise en avril 1943, tuant Hoffmann et son équipage sur le coup. Mais durant ces mois-là, Hoffmann écrivit des lettres à sa femme à Stuttgart. Ces lettres, conservées dans les archives militaires allemandes, offrent une fenêtre remarquable sur la perception qu'avaient les soldats ordinaires de la Wehrmacht de la puissance industrielle américaine. Dans une lettre datée du 15 février 1943, Hoffmann écrivit « Nous avons maintenant un véhicule américain, une petite chose appelée Jeep. Elle n'est pas impressionnante à regarder, mais elle roule à merveille. Je pense souvent aux usines qui doivent exister pour fabriquer tant de ces machines. Nos propres usines sont magnifiques, mais elles ne peuvent pas produire suffisamment. Les Américains semblent avoir résolu un problème que nous n'avons pas résolu. Comment fabriquer des choses adéquates en nombre infini plutôt que des choses parfaites en nombre limité? Je me demande si nous avons abordé la guerre de la mauvaise manière. Je me demande si la perfection est le mauvais objectif. Cette interrogation,
cette prise de conscience inconfortable que la doctrine d'ingénierie allemande pourrait être fondamentalement erronée se répandit dans les rangs de la Wehrmacht à mesure que la guerre progressait. Des soldats écrivirent des observations similaires dans leurs lettres et journaux. Des officiers de renseignement l'inclurent dans leurs rapports. Même certains commandants supérieurs commencèrent à reconnaître que la supériorité matérielle américaine n'était pas seulement numérique, mais philosophique. Le maréchal Albert Kesselring, commandant les forces allemandes en Italie en 1944, écrivit dans ses mémoires après la guerre. Les Américains possédaient un avantage auquel nous ne pouvions pas nous opposer. Leur production industrielle n'était pas simplement plus importante que la nôtre, elle était conçue différemment. Ils créèrent des armes et des véhicules que des soldats, avec une formation minimale, pouvaient utiliser et entretenir. Nos armes exigeaient des opérateurs qualifiés. Les leurs ne demandaient que des opérateurs volontaires. Dans une longue guerre d'usure, leur approche était supérieure. Le général der Panzertruppe Friedrich von Mellenthin, qui a combattu en Afrique du Nord et plus tard sur le front de l'Est, notait dans son analyse d'après-guerre: l'équipement américain était souvent grossier selon nos standards, mais il était présent en des quantités que nous trouvions incompréhensibles. Un char américain détruit était remplacé en quelques jours. Un char allemand détruit pouvait ne pas être remplacé du tout. Les camions américains semblaient illimités. Nos camions étaient précieux et peu nombreux. Cette disparité matérielle a finalement décidé de la guerre plus que n'importe quelle bataille ou campagne. Même Erwin Rommel, le légendaire renard du désert lui-même, écrivit à sa femme en juillet 1942 : « La supériorité matérielle de l'ennemi est écrasante. Nous détruisons 10 de leurs chars et 20 autres apparaissent. Nous savons que notre équipement est supérieur en qualité, mais leur quantité rend nos avantages qualitatifs insignifiants. » Ces reconnaissances n'étaient pas du défaitisme. C'étaient des évaluations honnêtes de soldats professionnels qui cherchaient à comprendre un monde en mutation. La Seconde Guerre mondiale fut la première guerre véritablement industrielle, le premier conflit où la victoire ne dépendait pas principalement de l'éclat tactique ou du génie stratégique, mais de la capacité de fabrication, de la logistique d'approvisionnement et de la mobilisation des ressources. L'Allemagne s'était préparée à un autre type de guerre, une guerre courte, une guerre de mouvement et de bataille décisive, une guerre où un équipement et un entraînement supérieurs apporteraient une victoire rapide. Lorsque la guerre devint industrielle et prolongée, lorsqu'elle devint une compétition de production plutôt qu'une compétition d'armes, l'Allemagne était philosophiquement et pratiquement mal préparée. La Jeep n'était pas responsable de la défaite de l'Allemagne. Aucune arme ou véhicule unique n'a décidé de la guerre. Mais la Jeep représentait les principes qui assurèrent la victoire des Alliés: la production de masse, l'abondance industrielle, l'accès démocratique aux ressources et une philosophie d'ingénierie qui privilégiait l'adéquation et la fiabilité à la perfection et au prestige. En 1945, les États-Unis avaient produit plus de 640 000 Jeeps Willys MB. Pas de variantes, pas de modèles différents, 640 000 unités de ce seul modèle. L'Allemagne, en comparaison, produisit environ 350 000 véhicules de tous types combinés pendant toute la guerre. La disparité en capacité de production était si énorme qu'elle dépassait l'entendement pour des soldats élevés dans une nation qui se targuait de sa puissance industrielle. Le Feldwebel Ernst Hoffmann n'a pas vécu pour voir la fin de la guerre. Il mourut dans le désert nord-africain à l'âge de 34 ans, tué par le même type de puissance de feu industrielle que sa Jeep capturée représentait. Des obus d'artillerie américains produits en masse, fabriqués par milliers dans les usines de l'autre côté de l'Atlantique, tirés par des soldats qui savaient que d'autres obus étaient toujours disponibles, que la rareté n'était pas un problème, que l'abondance était une certitude. Sa dernière lettre à sa femme, écrite 3 jours avant sa mort, contenait un paragraphe qui semble, rétrospectivement, saisir la tragédie de l'erreur de calcul industriel de l'Allemagne. « J'entretiens des véhicules depuis 5 ans maintenant. Je les comprends aussi bien que n'importe qui. Mais je commence à penser que nous avons mal compris à quoi servent les véhicules. Nous les avons construits pour qu'ils soient impressionnants, pour démontrer l'excellence de l'ingénierie, pour prouver la supériorité allemande. Les Américains les ont construits pour qu'ils fonctionnent. Cela semble une petite distinction, mais c'est tout. Nous vénérons la qualité. Ils vénèrent la quantité. Et dans cette terrible arithmétique de la guerre,
leur addition vint notre perfection. Yasi Belisi Totauto. L'histoire de 3 mécaniciens de la Wehrmacht découvrant une Jeep américaine capturée est, au final, une histoire d'idéologie exprimée par l'ingénierie. Chaque véhicule est une déclaration de valeur. Le Charpenter, avec son blindage incliné et son puissant canon de 75 mm, représentait la foi allemande en la supériorité technologique et l'excellence tactique. Le char Sherman, produit en quantité qui surpassait les Panthers de plus de 10 contre 1 malgré une infériorité en blindage et en puissance de feu, représentait la foi américaine en la capacité industrielle et l'abondance matérielle. La Jeep, plus que tout autre véhicule, représentait les principes démocratiques appliqués à la guerre, la conviction que chaque soldat mérite un équipement adéquat, que la simplicité permet la production de masse, que la fiabilité importe plus que la sophistication, que l'abondance doit être largement distribuée plutôt que concentrée parmi les élites. Les soldats allemands apprirent à respecter la Jeep non pas pour ses performances supérieures, mais pour sa philosophie supérieure. Elle fonctionnait quand leur véhicule tombait en panne. Elle était disponible quand leur véhicule ne l'était pas. Elle représentait une approche de la guerre et de l'industrie que l'Allemagne ne pouvait égaler et, peut-être plus importante encore, ne put comprendre que trop tard. Dans les décennies suivant la guerre, alors que les historiens analysaient les dimensions industrielles du conflit, la Jeep devint un symbole de la victoire américaine non par la puissance militaire, mais par la transformation économique. Les mêmes chaînes d'assemblage qui produisaient les Jeeps produisaient aussi les camions, les chars, les avions, les navires, les armes, les fournitures qui submergeaient les forces de l'Axe sur tous les fronts. La même philosophie qui rendait la Jeep simple et fiable rendait également la logistique militaire américaine fonctionnellement illimitée. Les forces américaines avançaient à travers l'Europe, sachant que le carburant, les munitions, la nourriture, les fournitures médicales et les remplacements les suivraient. Les forces allemandes se retiraient, sachant que rien ne remplacerait ce qu'elles avaient perdu. Les 3 mécaniciens allemands, qui démontèrent cette Jeep capturée en janvier 1943, regardaient plus qu'un simple véhicule. Ils regardaient l'avenir, un avenir où les principes industriels et idéologiques américains remodeleraient l'ordre mondial, où la production de masse et l'accès démocratique aux ressources deviendraient des caractéristiques déterminantes de la fin du XXe siècle, où la nation qui pourrait fabriquer des choses suffisamment bonnes en quantité illimitée dominerait la nation qui fabriquait des choses parfaites en nombres insuffisants. Ils regardaient la raison pour laquelle ils perdraient la guerre. Et dans l'honnêteté tranquille de leurs rapports, dans les aveux inconfortables de leurs lettres à la maison, dans la manière respectueuse dont ils entretenaient et conduisaient cette machine américaine capturée, ils reconnaissaient une vérité que leurs dirigeants ne pouvaient accepter. L'Allemagne avait bâti des monuments à l'excellence de l'ingénierie, mais l'Amérique avait construit quelque chose de plus puissant, une démocratie industrielle capable de surpasser n'importe quel adversaire en production, en approvisionnement et en endurance. La Jeep était la démocratie sur roue. C'était l'abondance rendue mobile. C'était le principe que chacun mérite suffisamment, concrétisé sous une forme capable de traverser les continents et de gravir les montagnes. Et contre ce principe, contre cette philosophie industrielle manifestée dans l'acier vert, olive et la mécanique simple, les traditions prussiennes de la Wehrmacht et le perfectionnisme de son ingénierie se révélèrent beaux, impressionnants et finalement insuffisants. En fin de compte, l'adéquation en quantités illimitées a vaincu la perfection en approvisionnement limité. Les mécaniciens le savaient. Les soldats le savaient. La guerre l'a prouvé. La Jeep a continué de rouler.